Bertoni. Bonjour, admire la couleur du soleil. Bonjour, un nouveau jour qui se lève. Bonjour, de nouveaux purs rayons pleins d'énergie. Bonjour, tu viens de te connecter à la grâce de vie. Bonjour, encore une fois tu as ouvert les yeux. Bonjour, lève-toi d'un sourire, dis merci au divin. Bonjour, de nouveaux purs rayons pleins d'énergie. Bonjour, tu viens de te connecter à la grâce de vie. Bonjour, 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 passe une agréable journée. Bonjour, bonjour, tout ce que tu entreprends germera. Bonjour, bonjour, passe une agréable journée. Hey, hey. Bonjour, bonjour, tout ce que tu entreprends germera. Hier est passé, c'est ton aller pour toujours. Bonjour, mais les actes posés reviendront avec leurs fruits. Bonjour, dirige ton cœur vers le bon côté. Bonjour, amour, patience, tolérance sont les armes du jour. Bonjour, envoie cette chanson à tous tes amis. Bonjour, tu as pour mission de leur donner le sourire. Bonjour, de nouveaux purs rayons pleins d'énergie. Bonjour, tu viens de te connecter à la grâce de vie. Bonjour, 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 passe une agréable journée. Bonjour, bonjour, tout ce que tu entreprends germera. Bonjour, bonjour, passe une agréable journée. Hey, hey. Bonjour, bonjour, tout ce que tu entreprends germera. Amis de la chaîne citoyenne, quel plaisir de vous retrouver après un week-end rempli de pluie, mais bénédiction bien sûr. Aujourd'hui, nous sommes lundi 25 août. Alors, ne comptons pas les jours, mais faites à ce que chaque jour soit compté. C'est avec cette citation de motivation que nous ouvrons notre premier numéro de l'émission Matin, que vous le savez tous, chers amis téléspectateurs, internautes, mais aussi auditeurs de la chaîne citoyenne. Nous sommes lundi, comme on a l'habitude de le dire, quand c'est lundi, le corps est lourd après avoir passé un week-end avec beaucoup d'activités ou bien beaucoup de temps de repos. C'est difficile que le corps se réveille. Mais il est 7 heures et quand il est 7 heures, on doit se lever, on doit sortir, on doit aller travailler pour préparer l'autre week-end. Raison pour laquelle toute l'équipe qui doit conduire ce premier numéro de la semaine est déjà installée, de la régie à la diffusion, ici même au plateau, la sécurité, la régisseuse. En tout cas, toute l'équipe est bien installé pour vous accompagner. Alors, chers amis téléspectateurs, pour vous permettre également de prendre une bonne posture pour commencer cette semaine, nous allons juste repartir de l'autre côté de la régie, trouver Minga Nodidinalov qui va nous proposer notre première ponctuation musicale.
Je sais que le Tchad est béni, une raison de plus pour être unis. Je sais que mon pays est béni, c'est dans la paix et l'unité que l'on construit. Je sais que le Tchad est béni, une raison de plus pour être unis. Je sais que mon pays est béni, béni, nous sommes bénis. Danapi, conscience que l'on a perdu toutes ces années, meurtri par des conflits armés, des rêves et des cœurs enchaînés. Mais là, totalement déchaînés, on savoure la paix. Le renouveau remet nos cœurs à la fête. Le pays tout entier est en chantier. Et nous tous rêvons de ces pays puissants à l'horizon. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'être de ce côté de la raison et de donner encore plus la chaleur à notre cohésion, la cohésion sociale dans notre sphère, comme Papa Madiba a su bien le faire. Dans cette harmonie de l'arc-en-ciel, la paix durable ne nous tombera jamais du ciel. Elle naîtra de nos efforts et de nos potentiels. Notre pays amorce le développement, que chacun apporte sa pierre. Et maintenant, si vraiment nous rêvons d'un Tchad émergent, un Tchad qui prend l'amour comme une force vitale pour réécrire son histoire et apercevoir l'espoir qui depuis quelque temps se laisse voir. Je sais que le Tchad est béni, une raison de plus pour être unis. Je sais que mon pays est béni, c'est dans la paix et l'unité que l'on construit. Je sais que le Tchad est béni, une raison de plus pour être unis. Je sais que mon pays est béni, béni, nous sommes bénis. Soyons tous les plus grands ennemis des conflits. Quelles que soient les crises, restons humains, créons un dialogue serein. Question de ne pas détruire nos biens. Soyons tous fiers des patrimoines que nous ont légués nos ancêtres, pour les transformer avec foi, à l'instar de ceux qui veulent connaître. Unis par la patrie certes, mais pour que ces liens s'éternisent, bleu, jaune, rouge doivent être les couleurs que nos regards avisent. Nous devons nous écarter de nos soucis et nous partager des outils. Dans l'unité nous mettre au travail, dire oui au progrès et créer la taille. Tchadiens d'ici et d'ailleurs, l'heure a sonné, tous debout et à l'ouvrage. Notre liberté et prospérité naîtront de notre courage. C'est possible de vivre définitivement une vie paisible, si et seulement si on enterre notre rage. On enterre cette ignorance qui nous a poussé à faire la guerre. Notre avenir est à nous, alors conscients de ne plus jamais poser des actes qui nous remettront à genoux. Mais tous à genoux, pour la prière que Dieu prenne notre pays en garde, qu'il bénisse sa paix chèrement acquise et la sauvegarde. Je sais que le Tchad est béni, une raison de plus pour être unis. Je sais que mon pays est béni, tu comprends là si jusque-là t'as pas compris. Avoir les puits de pétrole de Doba, la raffinerie de Djarmaya, les trophées de Monira Michala, y'a de quoi dire à Hamila Saba. Les médailles de Khartoum à la Djinna, notre prestige parc de Zakouma. Dis-moi comment ne pas en parler, je ne sais comment ne pas citer que nous avons les chutes côtières de l'Éré, la cimenterie, celle de Baoulé, le fleuve Logon et le Chari, ainsi que les montagnes du Tibesti, le lac Tchad qui regorge de poissons, pour nourrir plusieurs autres nations. Nous avons assez de terres arables, des têtes de bétail incomptables, agriculteurs et les verts, mais dans la main pour un Tchad meilleur. Seul dans la paix et l'unité que ces richesses peuvent être exploitées. Que tout le monde le connaisse, le sacrifice compris à payer pour la paix en Afrique. Qu'il nous écarte de toute interprétation diabolique. Fils du Tchad au cœur sans rancune, on chante l'hymne de la paix au cœur de l'Afrique. C'est que l'Afrique est bénie, raison de plus pour être c'est que l'Afrique est bénie, comme la situation n'a pas compris. Je sais que l'Afrique est bénie, raison de plus pour être raison de plus. Je sais que l'Afrique est bénie.
l'Afrique est bénie. Tu comprendras si jusque-là t'as pas compris. Je sais que l'Afrique est bénie. Si tu sais comment que l'Afrique est bénie. Que l'Afrique est bénie. Oui, je sais. Oui, je sais. Seulement dans la paix et dans l'unité que les richesses du Tchad que Danapi et Prince Di en fuite nous ont dit ne peuvent être exploitées. Si nous ne sommes pas unis, si nous ne sommes pas en paix, nous ne pourrions jamais nous entendre pour pouvoir exploiter toutes ces richesses que le sol tchadien nous a données, ou bien le ciel nous a bénis avec ici au Tchad. 1 284 000 km², ça fait beaucoup et nous sommes, j'ai l'habitude de le dire souvent, obligés de nous aimer. Parce que si nous ne nous aimons pas, jamais, au grand jamais, nous ne pourrions exploiter, nous ne pourrions nous entendre pour faire quelque chose. Prenons juste le temps d'observer ce qui se passe autour de nous aujourd'hui, même dans nos familles. Comment est-ce que les parents gèrent les enfants dans l'inégalité, mais l'inégalité n'est pas possible. Chers amis téléspectateurs, si vous venez de nous prendre en marche, c'est le tout premier numéro de I-Matin de la semaine. Vous le savez, tous les lundis. Nous sommes là, nous allons parler ressources humaines avec Clément Sianka. Tous les lundis également, étant donné que nous sommes encore en période de vacances, nous aurons ici les enfants qui passeront nous parler de comment est-ce qu'ils sont en train de gérer leur temps de vacances, mais aussi nous aurons un invité, un journaliste de ITV qui va venir avec un sujet d'actualité. Donc, soyez des nôtres pour pouvoir interagir avec nous. Les internautes, vous savez déjà ce qu'il faut faire, comment faire. Allez juste sur la page Facebook d'Electron Télévision et vous pouvez interagir avec nous. Mais aussi en cette début de semaine, souhaitez excellente semaine ou bien bonne semaine à vos proches. C'est possible et c'est gratuit sur la chaîne citoyenne. Le programme étant donné, nous allons cette fois-ci prendre juste le bien-être et revenir. Le palmier d'homme, au-delà d'un simple fruit, était symbole de résilience et de tradition. Intégré depuis des siècles dans l'alimentation des Tchadiens, il occupe une place centrale dans la discussion sur la nutrition. En 2023, le ministère de la Santé publique a souligné son importance en mettant en avant une consommation annuelle qui augmente de 15%. Oui, le produit domier, donc appelé aussi le DOM, généralement, c'est un produit qui est riche en fibres et ça facilite vraiment la digestion et c'est un fruit qui est beaucoup plus utilisé dans la consommation, surtout pendant la période de sécheresse. Ça participe, ça ne soigne pas, mais ça participe à éviter tout ce qui est hypertension artérielle, des maladies métaboliques comme le diabète, tout. Donc ceux qui ont des problèmes de ces pathologies, peuvent vraiment profiter, manger ces dons et surtout avec beaucoup plus de modération. Une tranche par exemple de dons peut contribuer à réduire les risques donc, de transmission. Le palmier d'homme, bien que riche en fibres, sa consommation excessive est nuisible à l'organisme. Cependant, il invite la population à une utilisation modérée de ces fruits. Nous avons assez des produits locaux qui sont là, mais que la valorisation pose problème. Donc je profite de votre micro pour encourager à manger tout ce qui est locaux. Nous avons des folios, nous avons également tout ce qui est feuilles d'oseille. Nous avons plein de produits locaux qui sont aujourd'hui en train d'être négligés et les dons font aussi partie. Donc nous profitons de votre micro pour sensibiliser la communauté à pouvoir valoriser, à ne pas couper par exemple ces arbres pour
des fins en tout cas personnelles, parce que ces arbres ont donc des vertus. Pour garantir une bonne santé de l'organisme et faciliter la digestion, la consommation de palmier d'homme est nécessaire. Les fruits du palmier d'homme méritent d'être conservés car ils renforcent la sécurité alimentaire et sont excellents produits de santé. Ils se distinguent comme une ressource naturelle à fort potentiel, combinant tradition et nutrition et le développement durable. Eh oui, merci. C'était le mois qui est bien enrichissant. En tout cas, moi, les daumiers, les fruits du daumier, en tout cas, moi, j'aime le manger, que ça soit sec, que ça soit encore un peu genre là. Voilà. Quand on était petit, on nous disait que c'était Colgate. Donc, on mangeait ça, là, c'était pour rendre les dents blanches. Mais bon, aujourd'hui encore, avec l'avis du spécialiste qui nous dit que les fruits du daumier sont bien enrichissants et puis ça facilite également la digestion et surtout pour les gens qui ont les tensions et puis d'autres problèmes artériels, on vous conseille de manger beaucoup de ces fruits-là. C'est très important en tout cas. Ne les coupez pas pour les jeter, voilà, on a besoin de l'espace, non. Que ce soit la racine, que ce soit les feuilles. Aujourd'hui, nous voyons également que ces branches sont utilisées pour utiliser dans le cadre de la cuisson également. Donc, ça fait que c'est très important. Il est 7h49. Nous allons aller de l'autre côté de la régie, prendre les informations d'ici et d'ailleurs avant de revenir continuer. L'éducation est la base de tout développement, dit-on. Un peu partout dans les coins et recoins du pays, l'on assiste à un phénomène préoccupant et alarmant. L'incivisme, le non-respect des lois de la société, le non-respect des personnes âgées par les tout-petits, voire les jeunes qui vont grandissant. Pourtant, le respect des aînés fait partie des valeurs intrinsèques qu'inculquaient les parents aux enfants. Au temps ancien, les parents ont du temps à passer avec les progénitures, à les surveiller avec rigueur dans les processus scolaires et autres, choses qu'aujourd'hui semblent échapper à de nombreux parents. Avant tout, nos parents aillent à l'école. Ils vont aller à madrasa ou dans les masjids. Ils vont demander à nos enseignants, est-ce que mon enfant là, ma fille là, est-ce qu'elle étudie bien ou non? C'est-à-dire, on ne va pas nous laisser seulement aux maîtres, aux professeurs, aux marabouts. Les parents aussi prennent leurs responsabilités. Nous, on a vécu. C'est-à-dire, quand tu fais quelque chose, ton père va aller à l'école pour demander. Si ton maître te tape, lui, ton papa aussi te tape. Donc tu es obligé d'aller tout droit, respecter ton enseignant, respecter ton marabout et ton oustas. L'éducation de base constitue un pilier essentiel pour construire une société responsable basée sur le respect des valeurs républicaines. Un appel solennel est lancé aux parents à l'effet de prendre les responsabilités dans l'encadrement de cette couche de la population. Le week-end, il est au jardin. Les jours ordinaires, il est au carrefour. Donc ça, je fais appel à mes enfants avec leurs enfants. Il faut qu'ils soient à côté de leurs enfants. Les maîtres seuls ne suffisent pas. Les parents aussi doivent rester à côté de leurs enfants. Même si tu es qui, il faut que ton enfant sache que toi, tu es son père. Il faut lui donner une affection. J'ai causé avec mon papa, j'ai causé avec ma mère. Une complicité parfaite entre les parents et les enfants garantit d'avoir une société dépouillée des enfants rebelles. Et même tu vas aller au jardin, pourquoi pas aller avec tes enfants, avec ta femme? Il faut aller avec tes enfants de temps en temps. L'enfant là va rester comme ça, des fois tu viens tard, il est endormi. Le matin, lui, il part à l'école, toi tu es au boulot là. Quel temps tu vas rester à côté de ton enfant? La vraie éducation, c'est l'odeur de ton père, l'odeur de ta maman, l'odeur de ta tante. Leur affection là,
C'est ça l'éducation. Pour que les enfants incarnent les valeurs républicaines, il serait important, selon Asma Gassim, que les parents consacrent un temps à ceci, en mettant l'accent sur l'éducation de base. C'est sur elle que reposent les valeurs civiques. Avant que le gouvernement ne vienne apporter sa pierre de contribution, les parents ont alors un rôle important. Les différents collèges cibles du projet à la page de la province du Logone oriental, ils sont 26 enseignants et 4 surveillants sélectionnés pour cette formation complémentaire dans les matières supplémentaires à enseigner et la didactique. Entre la préparation de la leçon, l'élaboration de la fiche pédagogique, la planification annuelle du programme réactualisé, la progression, fonction didactique d'un enseignant, évaluation des apprentissages et autres thèmes, le choix des thèmes résulte d'un constat fait sur le terrain selon les inspecteurs de pôle. Certains collègues ne se concentrent pas bien dans la préparation du cours qu'ils doivent dispenser aux enfants dans les classes et c'est dans ce sens que nous voulons leur jeter les bases des conditions et critères d'une bonne préparation, de l'élaboration d'une fiche pédagogique qui puisse leur permettre de guider. Les fonctions didactiques exigent à ce que l'enseignant assimile normalement d'abord son cours. Il doit s'assurer des prérequis et il doit également formuler des objectifs et respecter ces objectifs. Pour ne pas perdre de vue l'aspect inclusif, comme le veut l'objectif des organisateurs et partenaires, l'un des formateurs, Béral Théodore, précédemment formé sur cet aspect, intervient de temps en temps pour rappeler l'importance de l'inclusion des enfants en situation de handicap par rapport à chaque leçon. Dans le cas d'un enfant qui a une déficience physique, il faut d'abord aménager l'espace pour lui. Pour que l'accès en classe même, il faut qu'il ait l'accès rapidement. Et comment l'amener? Certaines matières qui demandent qu'il bouge, c'est l'enseignant-là, il doit être le soutien, lui permettre de soit écrire au tableau et des choses comme ça. Après 5 jours d'intenses travaux, les appréciations des participants diffèrent. L'intégration des techniques de l'inclusion scolaire pour la prise en charge des élèves en situation de handicap et également les filles. Planification pédagogique de fiches de progression. Auparavant, je n'ai pas cette connaissance sur la progression pédagogique. C'est l'élaboration de la fiche pédagogique parce que c'est vraiment un truc un peu nouveau pour nous, certains. Au programme des jours restants, la pédagogie différenciée et motivation des élèves, le rôle des surveillants, comportements instrumentaux et relationnels, micro-enseignement, déontologie et morale professionnelle, processus d'enseignement de la lecture, la grammaire et l'approche pédagogique pour l'appropriation des sciences. À travers cette rencontre, il a été rappelé aux participants l'importance d'adopter des mesures préventives pour protéger leur santé et celle des populations. Le directeur technique du service de la voirie urbaine de Moundou a souligné dans son intervention que le choléra prospère là où la pauvreté est présente et il est essentiel que chacun prenne conscience des mesures préventives à adopter. Le choléra n'est pas une fatalité. C'est une maladie qui prospère là où il y a la pauvreté, le manque d'accès à l'eau potable, l'assainissement et l'absence d'information. Il est la preuve que la santé n'est pas une question de soins médicaux, mais aussi de dignité et de justice sociale. Cette réunion permettra de réfléchir sur la mobilisation générale de la province du Logone occidental et les travaux permettront de mettre en place des stratégies de lutte contre le choléra.
Situant le contexte de la rencontre, le consultant Mbaïdi Yungon Sara Pascal, coordonnateur de l'Observatoire Vert, a demandé aux participants de rester informés, de respecter les règles d'hygiène et de signaler toute situation suspecte aux autorités compétentes. Il a encouragé ces derniers à participer activement aux prochaines activités de sensibilisation qui seront organisées dans leurs quartiers respectifs. Le maire adjoint de la ville de Moundou a souligné que la lutte contre le choléra engage tout le monde et a appelé à une synergie d'action pour barrer la route à cette maladie. La santé de la population nous engage tous. À ce titre, nous devons nous mobiliser, tous comme un seul homme, afin de rejeter au coin de cette pandémie dévastatrice. Délégués des arrondissements, chefs de quartier et de carré, leaders et religieux traditionnels, la commune de Moundou a besoin de vous, a besoin de vos actions conjuguées, de nous tous. Nous avons besoin de vos soutiens sous toute forme pour atteindre notre vision qui sans nul doute contribuera à stabiliser la santé de la population. Les autorités communales ont souligné l'importance de la participation de chaque leader pour garantir une communication efficace et pour mobiliser la communauté autour des bonnes pratiques sanitaires. L'on note en cette rencontre la présence du délégué sanitaire du Logone occidental et du médecin chef de district sanitaire de Moundou. La gestion des déchets dans la cité capitale est préoccupante. N'Djamena vit avec des tonnes de déchets qui impactent négativement sur la santé humaine et environnementale. Nonobstant des efforts inlassables des autorités dans le domaine de la sensibilisation, des initiatives à l'exemple de Samedi Citoyen, le phénomène persiste. Dans certains quartiers, on observe une réelle prise de conscience. Les ménages tirent et compostent leurs déchets organiques et limitent leur usage de plastique. L'émergence de comportements irresponsables comme l'achat en vrac ou la réutilisation des emballages témoignent de cette évolution positive. Dans plusieurs quartiers, notamment le 7e arrondissement, les rues et devantures sont envahies par des déchets plastiques non biodégradables, boucheurs de caniveaux et vecteurs de maladies. On observe dans les quartiers périphériques des terrains vagues, canaux, marigots ou bassins servent souvent de dépotoirs improvisés. Les ordures joignent les rues et marchés, sont brûlés ou versés dans la nature, impactant l'hygiène publique. Stagnation d'eau usée, déchets en décomposition causent la propagation de maladies comme paludisme, choléra, typhoïde et la pollution des eaux souterraines. N'Djamena figure parmi les villes les plus polluées au monde. Cette pollution dégrade la santé respiratoire, provoquant pneumonie chez les enfants ou aggravant des cas d'asthme. L'incinération sans contrôle des déchets contribue significativement à cette pollution. Des ONG et collectifs des associations s'activent pour le développement, organisent des campagnes de nettoyage, sensibilisent les habitants et échangent autour de la propriété. L'absence de réflexes autour du tri ou d'une gestion correcte est renforcée par des taux élevés d'analphabétisme et des résistances au changement. Les efforts publics sont sporadiques et peu coordonnés, malgré les engagements. Le manque de suivi et de responsabilisation entrave le progrès. Les enfants récupérateurs de bouteilles dans les poubelles sont exposés aux dangers sanitaires. Il faut une prise de conscience de la population dans le domaine de la salubrité publique. Rendre la ville propre et habitable n'est pas seulement l'affaire des autorités. L'incivisme caractérisé contribue à l'insalubrité dans la ville. La gestion des déchets en N'Djamena reste un enjeu majeur pour la santé publique, l'environnement et la qualité de vie des habitants. Bien que des initiatives existent, qu'elles soient citoyennes, associatives, municipales ou internationales, elles demeurent sectorielles. Ce que la capitale tchadienne entend désormais, c'est une stratégie cohérente, ambitieuse et durable, alliant infrastructures adaptées, sensibilisation sociale, mécanismes de suivi rigoureux et partenariats publics, privés et citoyens. Loin d'être un moment d'épanouissement, les vacances scolaires se transforment pour une grande partie de la jeunesse tchadienne en une période d'inactivité marquée par l'ennui. Ce constat alarmant s'explique par une combinaison de facteurs socio-économiques, culturels et institutionnels. Dans de nombreux quartiers de la capitale, les jeunes errent dans les rues où se passent leurs journées sans occupation constructive. La rareté des structures de loisirs accessibles, l'insuffisance des programmes éducatifs ou professionnels ainsi que la pauvreté ambiante réduisent considérablement les possibilités
possibilités d'engagement utiles pendant cette période. À cela s'ajoute l'absence d'encadrement familial pour certains et un manque criant d'initiatives locales et structurées. L'oisiveté dans un contexte devient un danger silencieux, repli sur soi, tentation de la délinquance, consommation de substances nuisibles, troubles mentaux ou encore perte de repères sociaux. Quand l'enfant a perdu déjà l'éducation dès bas âge, qu'on ne les apprenne pas également à se prendre en charge eux-mêmes, ils vont toujours dépendre de leurs parents et sortir, rester comme ça, attendre qu'on les prépare à manger. Mais quand dès bas âge on t'instruit à aller faire ça, fais ça, ça va t'aider. L'enfant va quand même cultiver ça et arriver à un âge peut-être, il va se chercher. Il ne va pas rester à attendre qu'on le prépare à chaque fois. Donc, je peux dire que c'est d'abord la paresse, les feignants qui ne font rien. Et d'abord, la grande responsabilité incombe également les parents. De mon point de vue, il y a deux facteurs qui peuvent pousser ces jeunes à se lancer dans ce genre d'activité. Il y a d'abord le découragement dans la recherche de l'emploi, parce que la plupart de ces jeunes, quand on les approche, ils disent qu'ils sont découragés parce qu'ils déposent des dossiers, ils cherchent du travail, mais ils n'en trouvent pas. Donc, le mieux, c'est de passer le temps à faire des jeux et pour se détendre, quoi. Face à cette réalité, plusieurs voix s'élèvent pour appeler à une réponse collective. Le développement de programmes communautaires, éducatifs et sportifs pourrait offrir aux jeunes une alternative constructive à l'oisiveté. La mise en place d'ateliers de formation, des stages ou de camps de vacances serait une véritable bouffée d'oxygène pour cette jeunesse en quête de sens. Au-delà des actions gouvernementales, l'implication des familles, des collectivités locales et des associations est essentielle pour transformer cette période en tremplin vers le développement personnel et l'acquisition de compétences utiles à la vie active. Les vacances ne doivent plus être une pause à risque mais un temps d'opportunité. Le défi est à la fois éducatif, social et générationnel. تكشف مراقبة الظروف التخزين بين الأسر التي شملها الاطلاع أن 13.75% من فخاريات أو جدادر تخزين مياه الشرب مكشوفة، وبالتالي فهي معرضة لعوامل التلوث مثل الرياح والغبار والذباب والحشرات الأخرى. أكثر من نصف الأدوات المستخدمة لجمع مياه الشرب غير مهمية من الأوساخ، حيث تغمر عادة في الجرة دون غسلها مسبقا، حيث يمثل إنتاج مياه الشرب مشكلة صحية عامة رئيسية، ويشكل خطر تلوث المياه أو تجفيف السنابل تحديدا حقيقيا يراقب باستمرار، وتتعدد المخاطر بما في ذلك المواد غير المرغوب فيها أو السامة التي قد تصل إلى مياه الشرب. يمكن لهذه المواد أن تغير جودة المنتج بل وتعرض صحة المستهلكين للخطر. هذا وتؤدي المياه الملوثة إلى انتقال أمراض مثل الكوليرا والإسهال والزهار والالتهاب الكبد الوبائي والهمة وغيرها، ويعزي معظم الناس ذلك إلى قلة النظافة وإهمال المواطنين ونقص الرقابة. وعلى أي حال ينبغي توعية الجمهور، فالصحة لا تقدر بثمن. L'actualité nationale s'ouvre avec un événement symbolique, la première séance d'entraînement des Sao sous la houlette du nouveau sélectionneur Raoul Sauvé, tenue le 16 août 2025 au stade olympique Maréchal Idriss Déby Itno. Une séance marquée par l'engagement et la discipline, où les joueurs locaux ont bravé la pluie pour entamer une nouvelle ère. L'objectif du technicien suisse est clair: forger une équipe combative et disciplinée, prête à affronter le Ghana le 4 septembre prochain. Dans cette dynamique, Raoul Sauvé a déjà engagé des discussions avec des joueurs tchadiens évoluant à l'étranger afin d'élargir sa base de sélection. Toujours sur le plan national, le président de la République, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a honoré les athlètes tchadiens ayant participé à la première édition des Jeux scolaires africains d'Alger ainsi que les karatékas distingués lors du championnat de l'Union des fédérations africaines de karaté en N'Djamena. La délégation conduite par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Hamid Loni, a été reçue en audience au palais Toumaï. Par ailleurs, la Fédération tchadienne de football association, sous la présidence de Tahir Ouli Hassan, a tenu son conseil exécutif le 21 août 2025. Deux projets majeurs ont été adoptés: le statut du joueur tchadien, le règlement d'organisation et de fonctionnement de l'équipe nationale. Sur 13 membres, 11 ont validé ce texte, dont 4 par vidéoconférence. Au chapitre transfert, l'international Ahmad Youssouf n'a pas été retenu à l'issue de sa période d'essai
Marseille avec Angers en Ligue 1 française. S'il a dérivé 2 passes décisives en réserve, son avenir reste en suspens. À l'échelle continentale, le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2025 entre dans sa phase décisive. Les quarts de finale opposeront Kenya-Madagascar au mois international Sport au centre de Nairobi, Tanzanie au Maroc, au Benjamin Kappa Stadium, Ouganda au Sénégal, tenant du titre au Mandela National Stadium de Kampala, Soudan à l'Algérie, à l'Ama Stadium de Zanzibar. En Europe, l'attaquant tchadien Marius Mondjelmadi s'apprête à écrire une nouvelle page pour le football tchadien. Avec Samsung Sport, il affronte ce soir le Panathinaikos dans le cadre des barrages de la Ligue Europa. Une qualification directe est un enjeu à défaut, une place en Europa Conference League. Enfin, sur la scène mondiale, Cristiano Ronaldo continue d'impressionner. Réduit à 10 dès la 25e minute, l'Aïstar et ses coéquipiers d'Al-Nassr ont reçu l'exploit de se qualifier pour la finale de la Supercoupe. Ainsi s'achève votre rétrospective hebdomadaire. Rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau panorama de l'actualité sportive nationale et internationale. في العاصمة نجمينا غالبا ما يعني المطر حدوث فيضانات مع أول هطول للأمطار. تتحول الطرق إلى برك موحلة وتحيط المياه بالمنازل، وتصبح حركة المرور عقبة حقيقية بالنسبة لعديد من السكان. تنبع المشكلة من نقص البنية التحتية الكافية، وبالنسبة لآخرين يعود السبب إلى سوء الصيانة، لكن الخبراء يشيرون إلى سبب أعمق وهو مشاكل التخطيط الاستراتيجي والحضري الجيد. أدى قيام مخطط عمراني شامل وحقيقي إلى نمو المدينة بشكل عشوائي دون خطة شاملة لتصريف مياه الأمطار. كل عاطفة مطرية تحول الشوارع إلى أنهار، وبينما لا يزال تنظيف المزاريب ضروريا إلا أنه يبدو غير كاف في أنجمنا. يرتبط كل موسم مطري بالفيضانات ويثير قلق السكان، لذا يدعو خبراء مثل آموس تاتولوم إلى التحول من إدارة مياه الأمطار العشوائية إلى سياسة تخطيط حضري حقيقية. De e-matin, merci à toute l'équipe de la rédaction, mais aussi à la réalisation qui nous a permis d'avoir les informations d'ici et d'ailleurs en français et en arabe. Ce temps nous a permis également de recevoir sur le plateau la dame d'actualité, Madame Nepitimbaye Diana. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Larissa. Ça va? Ça va. La pluie de ces 2-3 jours, ça va? Le quartier se porte bien, la maison? Et du coup, dès qu'il pleut, c'est un peu difficile de sortir, mais après, quelques heures après, ça va. Moi, c'est le Kaila qui m'a plu. Tu sens qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose, mais bon. En tout cas, quand on est debout, et les maisons également sont debout. Ouais. C'est l'essentiel. Ça suinte un peu le partout. On essaie de mettre les bassines. Oui, pour recueillir l'eau, pour ne pas que la chambre se mouille également. Et puis bon, on passe alors, c'est une très bonne chose. Alors, Madame Nepitimbaye, vous nous amenez où aujourd'hui, en ce début de semaine? Début de semaine, on reste toujours dans l'actualité. D'accord. Mais aujourd'hui, on va parler un peu de l'utilisation des réseaux sociaux par les jeunes dans le cadre d'une gouvernance participative. Utilisation des réseaux sociaux par les jeunes, dans le cadre d'une gouvernance participative. Bon, c'est tout simplement pour dire comment les jeunes saisissent les réseaux sociaux de nos jours pour pouvoir également participer activement comme ils peuvent dans le cadre de la mise en œuvre ou bien des décisions de nos politiques publiques. Juste ça. D'accord. On sait que les réseaux sociaux, c'est bien qu'on décrit ces derniers temps les méfaits, mais il faut savoir aussi que c'est une opportunité, ce sont des aubaines également pour nous. Donc l'utilisation des réseaux sociaux de nos jours permet aux jeunes, surtout quand ils savent ce qu'ils font sur les réseaux, ça permet une mobilisation et des plaidoyeries. Parce que quand les jeunes sont sur les réseaux sociaux, ce n'est pas seulement pour se divertir, ni seulement pour aller faire s'insulter, ni seulement se cacher derrière certains profils et essayer d'insulter les autorités du pays. Mais ça permet également d'accéder à des informations de manière large.
Parce que lorsqu'il y a des décisions à prendre ou lorsqu'il y a des politiques publiques qui sont mises en œuvre, ou bien lorsqu'il y a une évaluation des politiques publiques quelconques, où les jeunes n'ont pas accès à se prononcer rapidement ou aller envers ces autorités-là, ils utilisent les réseaux sociaux pour pouvoir se communiquer, pour pouvoir prendre des décisions et diffuser les informations également pour que les autres s'informent, pour que les autres sachent ce qui se fait concrètement sur le terrain. Et nous avons parlé également de la mobilisation des plaidoyeries. C'est vrai qu'il y a des situations, il y a des communautés où de nos jours créent des pages Facebook ou des groupes où ils essayent de se mobiliser là où tout le monde intègre la page pour une cause quelconque. Et maintenant, ils se mobilisent, ils prennent des décisions, ils font même des réunions sur les réseaux sociaux. Ils décident maintenant, tel jour, nous pouvons sortir pour faire telle activité. Et puis voilà, les jeunes se donnent, même ceux qui n'ont pas eu l'information. Parce que je suis là, je peux sortir, trouver mon ami, dire que, tel, on a pris telle décision, on peut se retrouver dans tel lieu, tel jour, pour pouvoir faire telle chose. Et là, c'est aussi quelque chose avantageux pour nous. Plaidoyer, je ne sais pas si tu te souviens, il y a souvent sur les réseaux sociaux où il y a des pétitions. Ouais. On lance des pétitions, on demande les gens de signer. On le fait parce qu'on sait que si on fait un appel à travers les communiqués radio autres pour demander aux jeunes de se déplacer pour aller dans tel coin, pour pouvoir se mobiliser, faire entendre leur voix, c'est difficile. Mais sur les réseaux sociaux, à travers les formulaires, on lance des pétitions où tous ceux qui ont l'accès aux réseaux sociaux peuvent maintenant signer cette pétition-là pour pouvoir changer quelque chose ou pour pouvoir réclamer également quelque chose. Pour faire parvenir l'information voulue au gouvernement, surtout parce que vous parlez des réseaux sociaux, de son utilisation, oui, et quand on essaie de voir la jeunesse aujourd'hui, la personne va te dire que je m'ennuie trop, je viens sur les réseaux pour me distraire. Oui. La personne va prendre 2000 francs, 2500 francs pour aller se faire les gigabytes et puis venir entrer en train de voir les choses qui... loin de tout ce que vous avez cité. Mais c'est vrai, chacun il va sur les réseaux sociaux, on a nos centres d'intérêt, mais c'est pas tout le temps qu'on doit travailler. Des fois, on a aussi besoin de se distraire, on part chercher les vidéos, les petites vidéos là, on regarde, on rit et puis voilà, juste pour passer du temps et puis passer. Mais il y a aussi ce côté-là où c'est vraiment appréciable et il faut mettre l'accent dessus. Il ne faut pas seulement aller sur les réseaux sociaux juste pour se distraire. Il faut qu'on aille sur les réseaux sociaux, on sait ce qu'on peut faire et pouvoir contribuer également au développement de notre pays. Là, c'est très important. Et également, je ne sais pas, ces 2 dernières semaines, j'apprécie beaucoup ce que la ministre de la Femme fait ces derniers temps, où à travers juste les communiqués, il demande aux entrepreneurs, que ce soit femmes, surtout, je vois beaucoup plus les femmes qui ont envoyé les... Parce qu'elles aiment beaucoup ça. C'est toi qui le dis. Qu'ils envoient les activités qu'ils font, les entrepreneurs. Et elle essaie également de poster, elle essaie de rendre visibles ces femmes-là qui se battent. Et je crois que c'est un beau projet. Et si seulement elle reste dans son bureau, elle affiche sur son barbier, elle dit que voilà, envoyez-moi vos projets, je vais postuler. Personne. Je me dis, est-ce qu'il y aura même 30 à 40 personnes qui sauront que telle chose se passe au sein du ministère? Ça ne serait pas facile, mais à travers les réseaux sociaux, elle a pu mobiliser les gens et chaque jour sur sa page, tu vois que tu découvres les jeunes talents du pays. Tu dis, waouh, celle-ci fait ça, waouh, il y a ce genre de choses qui se passent dans le pays. C'est beau en fait. Et là, c'est aussi une manière de contribuer et de participer également, surtout dans la mise en œuvre de nos politiques publiques. C'est les réseaux sociaux, quand on sait la saisir, quand on sait comment utiliser, ça peut vraiment nous aider. Oui, et parlant de l'exemple de la ministre, moi je me dis que derrière cela, il y a également un esprit qui est en train d'être combattu. Moi j'apprécie, j'apprécie parce que nous connaissons un peu la mentalité de ceux qui entourent nos chefs. Et pour avoir accès à ces personnes-là, il faut faire des gymnastiques.
Imagine seulement qu'elle demandait qu'on vienne déposer les dossiers ou bien qu'on vienne présenter les papiers physiques de nos entreprises. Je ne sais pas, tu vas faire combien de jours pour pouvoir avoir accès et puis présenter ton projet. Combien de temps est-ce qu'on va te donner pour que tu puisses échanger avec elle. Et puis, moi, j'apprécie vraiment parce que quand c'est sur les réseaux, peut-être que son community manager ou bien son groupe a la même mise sur sa page, mais elle également, elle suit. Elle suit de près et c'est intéressant. Et ça permet aussi d'avoir sa base de données elle-même. Et maintenant, quand il y a des projets du genre où elle veut financer ou elle veut faire quelque chose de concret, elle sait vers qui aller pour pouvoir mettre en place son projet. Et là, c'est vraiment quelque chose d'appréciable et il faut encourager. Pourquoi pas les autres ministères? Même si, les autres ministères peuvent emboîter le pas et puis aider les jeunes dans ce défi. Mais il faut savoir que nous sommes au Tchad, nous sommes en Afrique. Toutes ces choses, c'est beau, mais il y a également des défis. Il y a vraiment des défis. Il faut savoir que la facture numérique existe. Parce que ce n'est pas toutes les jeunes qui ont l'accès à l'Internet, qui ont l'accès au téléphone Android pour pouvoir se connecter tout le temps. Sans parler de la qualité. La qualité de nos réseaux aussi, là, c'est un peu déplorable, mais l'idée est là. Et moi, je trouve que c'est préférable de se saisir des réseaux sociaux, faire passer le message, même si ce n'est pas un nombre conséquent qu'on trouve, le juste milieu qu'on trouve, ceux également peuvent répartir envers ceux-là qui n'ont pas l'accès à l'Internet ou bien qui n'ont pas l'accès aux réseaux sociaux et la mobilisation continue. Mais que dire de ceux-là qui pensent que les réseaux sociaux s'arrêtent juste sur Facebook? Parce qu'il y a encore une catégorie laquelle, quand tu parles des réseaux sociaux, pour eux c'est juste les réseaux sociaux, mais ils voient un seul réseau social, Facebook. Mais c'est juste une méconnaissance, ils ne comprennent pas, ils ne sont pas aussi cultivés, si on peut dire ça comme ça. Les réseaux sociaux, ce n'est pas seulement Facebook. On a WhatsApp, on a LinkedIn, on a je ne sais pas si on va se mettre ici à faire le coup des réseaux sociaux, mais c'est très important, je vais prendre bonne note. Prochainement, on va venir ici parler que des bienfaits des réseaux sociaux. On va essayer de lister les réseaux sociaux et pourquoi utiliser tels réseaux sociaux au détriment de tels en fonction. Je vois également quelques années, depuis quelques semaines déjà. Le combat a commencé il y a longtemps, mais ces 2-3 semaines ici, là, c'est devenu serré où on dit, même quand tu leur écris là, tu pars d'abord vérifier si tu as un compte LinkedIn ou bien Instagram, si tu as là, depuis combien de temps est-ce que tu as visité pour revenir. Et puis bon. Oui, c'est une manière aussi de nous amener à pouvoir découvrir ces réseaux sociaux-là et les avantages derrière. J'apprécie bien leur approche, j'apprécie vraiment leur approche, ça booste au fait. Mais d'autres se voient frustrés. Ceux qui se voient frustrés, je pense qu'ils ne comprennent pas l'enjeu qu'il y a derrière, ils ne comprennent pas la philosophie de ces grands frères qui sont là sur les réseaux sociaux. Moi également, je suis ces personnes dont je parle et ça m'aide aussi, ça me permet d'apprendre. Il y a des pages, il y a des applications où je n'ai jamais utilisé, mais dès que j'entends ces grands-là parler, je pars, je télécharge, j'essaye de checker, de voir comment ça se passe. Quand ça m'est pas, je laisse dans la numérique, et tu découvres les choses, tu dis, ah tiens, si j'utilise ça, je peux gagner tel. Et là, c'est bien également. Il faut suivre ces grands, c'est très important. Au lieu d'aller télécharger les réseaux ou bien les applis pour rendre ta photo jolie ou bien modifier ce que tu as, bon. Je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant. Et surtout, il y a ce dernier temps le problème des désinformations et les fake news qui circulent tellement sur les réseaux sociaux. C'est bien d'utiliser les réseaux sociaux, mais il faut faire attention. Parce que quelqu'un peut créer une page, peut dire que oui, on va parler de tel, tel ministre a dit ça, on va faire des communiqués avec des cachets, avec des logos, on pense sur lui, sur le ministère qui a dit ça. Tout le monde se verse dessus, mais il faut faire attention. Il faut prendre l'information, essayer de checker, même si on n'a pas de cours sur le fact-checking, comment vérifier les informations, on peut aller sur YouTube. Ça aussi, c'est votre qualité de YouTube. Il faut aller chercher comment vérifier les informations. On va te dire, non, prends telle photo, envoie telle. Tu vas voir, est-ce que la photo a déjà utilisé, ou bien le texte, ou ce qu'on a pris. Et puis, tu vas essayer de recouper tes informations et décider également. Oui, mais parlant de ces manières de vérification là, tu vois, dernièrement il y a une histoire qui est sortie, histoire de Jessica et tout, qui a pris de l'ampleur. Même des personnes de renommée, des personnes respectables,
se sont jetés. Oui. Ils sont partis et puis c'est 2 à 3 semaines plus tard qu'on se rend compte que c'est vraiment une fausse information. Ouais. Le problème est que le fact-checking n'est pas vraiment développé ici au Tchad. Mais le problème c'est que quand c'est la mauvaise information, ça va vite. Et ça prend. Mais c'est dans le sensationnel, on aime c'est que le faux circule rapidement, tu sais, le faux circule rapidement et tout le monde s'y jette sans vérifier est-ce que c'est vrai ou non. Mais donc, comme je l'ai souligné tantôt, surtout le domaine des fact-checking, je crois que ce n'est pas seulement réservé pour les journalistes en tant que tel, c'est tout le monde qui peut faire ça. Il suffit juste d'avoir les b.a.-ba. Et puis quand tu as l'information, toi-même, quand ton cerveau te dit, tiens, est-ce que c'est même vrai? Tu prends la photo, bien tu prends le texte, tu passes sur Google, tu commences, tu mets, et puis toi-même tu verras que non, c'est pas vrai. Telle photo on a pris, telle, c'est juste le contexte qui a changé, et puis ainsi de suite. Moi, je sais pas pour mon cas, c'est-à-dire quand je vois une information et qu'elle n'est pas réelle, tout de suite j'ai quelque chose en moi qui me dit que non, Laetitia. Parce que tu as ce réflexe-là, comme tu es journaliste. Et je continue de chercher, je cherche. Quand je suis coincée, je commence à demander aux autres, est-ce que ça c'est vrai, est-ce que ça c'est vrai. Et très souvent, quelques temps après, l'histoire revient que voilà, l'instinct que j'avais était réel et puis la chose n'est pas la bonne en tout cas. Oui, moi souvent quand ça m'arrive comme ça, au début quand je ne connaissais pas les b.a.-ba, le fact-checking, je prends l'information, j'envoie un grand frère qui est dans le domaine, il me dit Diana, va dans tel, fais ça, toi-même tu sauras si c'est vrai ou c'est faux. Des fois je passe, je cherche, je vois que non, le contexte a changé, telle photo, on a pris, c'est telle date, c'est dans tel pays, je reviens, je dis que non, l'info là c'est pas vrai, je dis que et pourquoi tu es venu me demander? Je dis parce que je ne savais pas. Je ne savais pas, je voulais juste m'assurer, dire que prochainement, fais juste ça et tu sauras si c'est vrai ou c'est faux. Et maintenant, bon, je suis tranquille, quand il y a l'information, tout le monde se verse dessus. Moi, je récupère, je reste, j'essaie de checker. Et voilà, j'ai ma petite idée là-dessus, je reste tranquille, je sais que c'est faux. Et là, c'est sans parler des voices également, hein, qu'on prend des messages qu'on attribue à des personnalités, que c'est telle personnalité qui a dit ça, Mais avec l'intelligence artificielle, on peut rapidement changer les choses. De ces personnalités-là. C'est vrai que c'est pas beau, c'est que surtout la jeunesse fait aujourd'hui. On prend la voix des personnalités, on les colle dessus, on dit que c'est lui qui a dit ça, et puis l'autre aussi récupère, il change le contexte, il dit que c'est ça même, c'est vrai. Et puis nous les autres, les amateurs, on prend, on balance partout, on dit que voilà votre ministre, voilà votre cadre de tel. Non, il faut respecter les cadres de ce pays-là. Si c'est quand même l'image du pays, il faut arrêter ça. C'est pas surtout la jeunesse. Également qu'il y a de ces cadres-là qui gèrent très mal aussi les réseaux sociaux. Bon, là, moi, c'est pas de leur faute, parce que les réseaux sociaux dans la globalité, c'est maintenant que on s'y intéresse trop et les cadres aussi savent que bon, pour être proche de la population, il faut utiliser les réseaux sociaux. Mais comment l'utiliser? C'est vrai qu'il y a des community managers qui sont là, qui gèrent les réseaux sociaux, tout et tout. Mais il faut qu'on les apprenne également. Parce que les dimanches comme ça, une fois à la maison, eux aussi, ils veulent aller, comme tu as dit au début, ils veulent se divertir. Maintenant, ils prennent les téléphones, ils essaient de poster les choses. Mais quand ça sort un peu du cadre, nous les autres, on récupère et puis voilà, on fait tout. Voilà. Donc, il faut qu'on les apprenne comment communiquer, comment prendre son temps avant de dire quelque chose. Parce que de nos jours, aujourd'hui, en discutant avec Larissa, je peux dire que non, Larissa n'est pas belle, par exemple. Ça, c'est dans un contexte bien précis. Demain, quand il y a quelque chose, on prend ce que j'ai dit, on coupe juste la partie n'est pas belle. On colle, on dit que c'est toi qui as dit ça. Oui, c'est vrai, j'ai dit ça, mais dans quel contexte? La phrase a commencé où? A commencé où pour venir où? Donc, il faut savoir que sur les réseaux sociaux, on peut tout rencontrer là-bas, mais savoir l'utiliser surtout de la bonne manière pour pouvoir porter sa voix, pour pouvoir décider, pour pouvoir contribuer et pour pouvoir également discuter directement avec nos autorités. Surtout, j'insiste, dans le cadre de la mise en œuvre, dans le cadre de l'élaboration, dans le cadre de l'évaluation de nos politiques publiques et pourquoi pas de nos actions publiques. Ça serait très intéressant. Oui, Diana, on sent que vous êtes en train de conclure, mais moi, il y a quelque chose qui me tique. Tu vas prendre, par exemple, un jeune aujourd'hui qui crée sa page, qui a déjà défini ses objectifs, qui a fait sa ligne éditoriale. Tu vas voir que ce jeune-là ne se déclare pas activiste, entre griffes. Il fait tout ce qui va de son droit
par exemple, dénoncer, afficher ce qui ne va pas dans son quartier, dans son milieu. Mais tout de suite, par le biais des réseaux sociaux, ce jeune sera interpellé et sera accusé comme quelqu'un, comme un incitateur ou bien quelqu'un qui veut créer quelque chose. Voilà. Moi, je Comment crois que... est-ce que les jeunes doivent se prendre quand tu sais déjà que toi, tu veux contribuer en bien à ta communauté, en dénonçant par exemple, ou bien en ramenant certaines informations aux autorités, les informations que eux peut-être ne peuvent pas avoir s'ils ne descendent pas aux banlieues. Comment est-ce qu'il faut se prendre? Moi, je me dis que même si on t'interpelle, ne lâche pas prise, parce que si on ne comprend pas la philosophie qu'il y a derrière, tout de suite on va mal juger. Mais si les autorités prennent le temps pour pouvoir réfléchir, disent que pourquoi ces jeunes utilisent les réseaux sociaux pour dénoncer les faits sociaux, je pense que s'ils se posent cette question, ils ne vont pas faire ce que tu viens de dire. Parce que quand un jeune prend son temps, par exemple, si on le quartier pour filmer les endroits sales, pour filmer les marchés ou bien pour filmer certains comportements dans la commune et poster, pour demander juste... Parce que moi, je me dis que quand ils font ça, c'est juste un changement que ces jeunes-là cherchent. Et n'est pas venir les museler et dire que non, vous n'avez pas le droit de dire ça. Et si on n'a pas aussi le droit de venir vous trouver dans vos bureaux et dire ce qu'on a sur le cœur, les réseaux sociaux, c'est quand même un espace où on peut quand même dire et vous allez venir lire et prendre votre responsabilité, aller changer la situation pour nous. Moi, je crois que ces jeunes ont juste la philosophie là de pouvoir mettre les autorités devant les faits et qu'ils doivent prendre leurs responsabilités pour pouvoir arranger les choses dans les communes ou bien dans la localité où les faits sociaux qui ne cadrent pas avec les biens des gens qui vivent les normes et autres. Donc moi, je peux juste conseiller les jeux là, ne vous fatiguez pas, même si on vous récupère, on vous amène créer encore d'autres comptes. Ce n'est pas seulement créer d'autres comptes. Une fois qu'on m'interpelle, je viens, je dis pourquoi je fais ça. Je dis non, c'est juste dans le but de vous aider également, vous donner l'information que vous n'avez pas peut-être, et puis voilà, de prendre votre responsabilité pour que le pays s'y marche, c'est juste ça. Et puis ils vont comprendre. Bon, ceux qui ont la tête pour comprendre vont comprendre. Ceux qui ont la tête pour comprendre vont comprendre. Et bon, les restes, nous, on n'a rien dit. Les petits Badiana, merci beaucoup d'être passé. Ce matin, tu nous as donné le goût de comment gérer nos réseaux sociaux, qui suivre, qui ne pas suivre, qu'est-ce qu'il faut écrire, ce qu'il ne faut pas écrire. Et puis voilà. Nous allons te souhaiter une excellente journée et surtout bonne semaine avec cet élément proposé par Mingano Djedina Love qui est Que sais-je? Bessada, c'est une très grande circonscription dans le Mandoul. On a une forêt classée, Djolikra, dont le 2/3 est dans la zone de Bessada. Donc, nous, on a des terres cultivables. Donc, on fait d'ailleurs, l'agriculture, c'est notre principale activité. Voilà. Donc, si on n'a pas de terre, on ne peut pas être des agriculteurs. C'est parce qu'on a des terres pour cultiver qu'on est des agriculteurs. Bon, nous, à Bessada, c'est un canton coutumier, régi par les lois coutumières. La chefferie cantonale est arrivée après. Sinon, nos parents étaient des chefs coutumiers, les Ngassad. Donc, ce qui va le mieux avec nous ici, c'est la coutume. On respecte nos coutumes. Et ce qui va aussi bien avec nous, c'est l'initiation masculine. Ce qui va avec nous sur le plan alimentaire, nous on laboure beaucoup plus le poids de terre. Et c'est ce poids de terre que nous labourons que avant nos parents font leurs aliments. Et cette tradition est transmise de génération en génération et c'est resté toujours aujourd'hui.
Il y a des choses que, dans la coutume qu'on fait avec ce pois de terre et le sorgho rouge, appelé communément le gouadj. Donc c'est deux cultures-là qui sont vraiment en vogue dans notre canton. Parce qu'on utilise beaucoup plus dans notre coutume et aussi le karité et puis le néré. Donc ces choses-là sont sacrées chez nous. Tu ne peux pas, si tu n'es pas du domaine, tu ne peux pas cueillir les feuilles de néré. On va te sanctionner. Il y en a aussi par endroits où c'est interdit carrément même de toucher aux fruits de néré. Et même le karité là, à un moment donné, c'est interdit d'aller secouer. Voilà, donc c'est des choses qui nous sont propres à notre canton et à notre terroir. Donc ces 4 choses-là, on observe. Et on observe vraiment avec beaucoup d'attention. Donc avant les saisons pluvieuses, le Ngassa va se retirer quelque part avec ses prêtres. Ils vont aller se concerter, ils vont aller se dire des choses. Et ils vont pas se dire des choses comme ça et puis rentrer. Ils vont cueillir les feuilles de néré et puis de karité là, pour prononcer, que ce soit des bénédictions, que ce soit des malédictions et autres, contre les ennemis de nos traditions ou bien de notre circonscription ou bien de notre canton. Ils vont dire des choses que même si tu viens d'ailleurs et que tu veux faire du mal au canton de Bessada ou bien à la circonscription de Bessada, ça va, si tu n'as pas respecté, ça va pas aussi fonctionner. Donc, bon, c'est pas le lieu pour tout dire, mais c'est superficiel. Voilà, donc ces 4 choses que je viens d'énumérer ici sont vraiment nos valeurs traditionnelles et coutumières. Voilà. Bessada, c'est un canton à part entière. Bessada, c'est un canton particulier, c'est pas le même statut que d'autres cantons, puisque c'est ici que le premier président est né. Donc, nous, ce que nous, on a comme vision dans le futur, c'est le développement. On veut laisser à nos petits frères là un canton respecté, respectable. Un adage de chez nous dit qu'un seul bras ne peut pas gratter la fesse. Donc c'est en se mettant ensemble et en se réconciliant entre frères, puisque un autre adage dit encore que la rosée commence d'abord à la maison pour finir en brousse. Donc le développement doit d'abord commencer ici. Bessada que nous vivons aujourd'hui là, c'est pas ce Bessada là que nous voulons vivre demain. On veut que Bessada soit au même diapason que d'autres cantons. Dès que Bessadag la fille a yesu kokogi malanga ce temps, c'est que sais-je. Merci beaucoup à Mingaro Djedjina Love pour cet élément très très enrichissant qui nous a ramené à la source. Nous allons prendre cette fois-ci le jingle du RH et puis voilà, causer avec le coach. Eh oui. Bonjour et bienvenue, Monsieur Sianka. Bonjour, Madame Laricia. Vous allez bien? Oui, j'ai fait un effort de bien prononcer, je crois. Oui. Comme je disais, je confonds toujours Larissa avec Laricia. Oui. Bon, aujourd'hui, j'ai eu mon I. Oui. Oh. Je me concentre pour ne pas
continuer par charcuter le nom des gens. D'accord. Vous allez bien, vous? Ça va, du fait grâce. On est comme lundi? Disons, un jeudi qui tend vers un vendredi. Ah oui. Alors, bon, parce que d'habitude, c'est vous qui posez la question si les gens vont bien. Je me dis que vous méritez aussi qu'on sache absolument, si vous allez bien. C'est très important et vous ne savez pas combien ça nous fait plaisir qu'on nous demande si on va également bien. Parfois, on a juste envie de vomir tout ce qu'on ressent, mais bon, on se contente de dire tout va bien. Bon, avec les téléspectateurs, heureusement, vont continuer par demander de vos nouvelles. Ok, Monsieur Sianka, avec vous, nous allons continuer le thème que nous avons déjà abordé la semaine passée. On parle de la valorisation des employés. Exactement, en fait, c'est que nous l'avons déjà fait en 2 séances. La première séance, on avait introduit un certain nombre de concepts avec tout le reste. La deuxième séance, on avait des questions des téléspectateurs et téléspectatrices pour comprendre et on a passé aussi une émission à répondre à ces questions. Je pense qu'il restait encore une question, mais je crois que la personne devait se retrouver dans les réponses qui avaient été déjà données pour les autres questions. Donc on va continuer à donner les éléments qui permettent aux employés de se sentir valorisés, de se sentir reconnus. Déjà, il faut pour ceux qui peut-être prennent l'émission en cours de route, c'est valorisation des employés, c'est le concept par lequel, comme le nom le dit, on donne de la valeur aux employés. On donne de l'importance aux employés. On permet à l'employé de se sentir mis en avant. Et donc ça, c'est un concept qui, dans la fidélisation des talents, dans la fidélisation des employés et des compétences que vous voulez garder dans vos institutions, c'est important d'avoir votre propre politique, votre propre outil de savoir comment est-ce que vous allez valoriser dépendant de chaque institution. Parce que même si on a le concept général, après, chaque institution peut, de façon innovante, ingénieuse, trouver les voies qui sont propres afin de motiver. Et l'autre aspect que je peux déjà dire en introduction ici, c'est que cette valorisation, il ne faut pas le prendre comme quelque chose qui se cale sur tous les employés. Chaque être humain étant unique, chaque être humain, très logiquement, a sa propre manière de se sentir valorisé. Votre travail à vous, en tant que dirigeant, en tant que RH, c'est de connaître chacun et de savoir comment je peux valoriser cette personne. Parce que la valorisation, notons-le bien, c'est pas trop ce que vous faites qui est le plus important, mais c'est ce que l'autre ressent. Qui est plus important. Parce que vous ne vous valorisez pas. Vous cherchez à valoriser quelqu'un. Et donc, si ce que vous faites, vous pensez que vous cherchez à valoriser l'autre, votre employé, alors que l'employé ne ressent rien du tout, donc vous avez perdu votre temps. Donc, le gros du travail, c'est justement de connaître chaque personne, d'essayer de connaître chaque personne et d'essayer d'adapter tous les concepts que j'essaie d'expliquer à chaque employé qui se présente devant vous. Et comme ça, vous êtes sûr que la valorisation de X peut probablement aller avec Y, mais avec une adaptation selon le contexte et selon la personnalité de Y. Et ça permet donc ainsi de rendre vraiment les employés uniques. Et le fait même déjà de considérer les employés comme uniques, chacun dans son domaine, c'est en soi une valorisation parce que ça reconnaît l'être humain comme étant, pas un doublon de l'autre. Ça c'est déjà en termes de gestion de cette valorisation, pour moi la chose qui est importante de le noter dès le départ. Maintenant les autres aspects de la valorisation, nous avions cité, mais je continue pour ne pas reprendre les anciens. Il y a ce qu'on a appelé la récompense. C'est plus ou moins la même chose
que le fait d'avoir, on avait dit la semaine dernière, les employés du mois par exemple. Mais là, c'est que vous avez quelqu'un qui travaille, qui mérite peut-être une augmentation. Alors, la valorisation vaut à ce que nous puissions lui donner cette augmentation de salaire. Ça, c'est la récompense de la valorisation. Donc, c'est important de le savoir. J'avais dit que l'autre forme de valorisation était l'évaluation annuelle de performance. Ouais. Il faudrait que les gens évaluent. Mais après l'évaluation, s'il y a un mérite que quelqu'un soit augmenté, il faut le récompenser-le. C'est pas systématique, mais au moins le fait déjà de dire à la personne que vous travaillez bien, c'est une valorisation. Mais derrière, s'il y a une possibilité de lui donner un coup de pouce salarial, c'est encore une valorisation. Donc, c'est vrai que la loi impose les valorisations salariales systématiques tous les 2 ans. Ça aussi, beaucoup de gens ne le mais est-ce que ça se fait? Bon, ça c'est un autre sujet. Mais la loi impose à ce que tous les 2 ans, les salaires des employés soient revus à la hausse pour tenir compte de l'inflation. C'est simple comme ça. Et donc, il y a beaucoup de gens qui font ça et qui vont à la Banque centrale voir le taux d'inflation. Parfois, ça tourne entre 5, 8, 3, 10%, selon le pays. Et donc, en fonction de ça, puisque si vous gagnez 100 000 aujourd'hui et si vous avez un taux d'inflation de 8%, vos 100 000 d'hier valent 100 000 moins 8%. Et maintenant, pour permettre à ce que l'employé ait toujours ses 100 000, on lui rajoute le taux d'inflation, ce qui est une augmentation normale, ordinaire, imposée par la loi tous les 2 ans. Après, voilà, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas comment ça marche, mais il y a d'autres sociétés qui, au lieu d'avoir tous les 2 ans, font cette évaluation annuelle. Et comme ça, chaque année, voilà, change les petites choses sur le salaire et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, c'est au moins quelque chose. Donc la récompense est quelque chose qu'il faut mettre ça comme un moyen de valorisation. La deuxième chose que j'ai dit aujourd'hui, c'est la formation. Un employé sur qui on mise du temps, de l'argent, de l'énergie pour le former, c'est sans valoriser. Mais si vous ne formez pas, si vous n'informez pas, si vous ne misez pas de l'argent pour augmenter les skills, voilà, tout le savoir, un peu le niveau. Rehausser le niveau, voilà, c'est pas trop valorisant. Les gens ont besoin de commencer à un poste, ça va vers ça. Et ensuite, pour pouvoir progresser dans l'entreprise, c'est qu'il faut se faire former. Mais attention, j'avais déjà fait beaucoup d'émissions sur la formation. La formation ne veut pas dire forcément prendre quelqu'un envoyé à l'étranger, prendre quelqu'un envoyé à une institution. Ce n'est pas ça. Mais c'est simplement que le chef hiérarchique, les collègues, investissent de leur temps et mettent leur savoir à la disposition de quelqu'un d'autre. Et là, cette personne qui n'avait certainement pas, peut-être que vous êtes un très bon comptable, mais vous n'êtes peut-être pas quelqu'un qui peut travailler dans un environnement multiculturel. Donc ceux qui ont déjà l'habitude de travailler dans un environnement multiculturel vont aider cet employé qui vient de commencer comme comptable à intégrer le fait qu'on a des expatriés, des nationaux, mais de différentes cultures. Et comment est-ce que toi, en tant que comptable, tu peux jongler entre ces choses-là. Donc ça fait partie de la formation que souvent les gens oublient, mais c'est important de savoir ça. Ou je suis en train de travailler sur une feuille Excel, j'ai tel souci, un collaborateur qui connaît va venir, va vous montrer comment on peut faire telle ou telle autre chose, ou comment on peut faire mieux telle ou autre chose, parce que ta manière de faire, ça prend du temps, alors qu'on a une simple manière de le faire. Je ne connais pas utiliser les tableaux Excel croisés et des choses, voilà, mais il y a ça fait partie de la formation que j'insiste là-dessus.
pour dire que aller en formation, c'est pas voilà, voyager, aller sur d'autres planètes pour se faire former. Même si, au-delà de ce que j'explique, il y a aussi, si c'est vraiment nécessaire, d'envoyer, là on mise sur la personne avec de l'argent. Et donc on dit à cette personne, on voudra bien que peut-être lors de l'évaluation justement annuelle de performance, on arrive à identifier les points de faiblesse de chaque employé. Et ces points de faiblesse peuvent être comblés par la formation, par exemple. Et à ce moment-là, on fait un programme de formation et on envoie les gens en formation pour augmenter leurs compétences. Donc ça, c'est quelque chose qui est très valorisant quand un employé sait que dans une institution, il y a une politique de formation. Voilà, les gens... Qui est là pour lui, quoi. Voilà, les gens se soucient de lui. Les gens se mettent en valeur, se disent, ok, je ne suis pas censé tout connaître, mais au moins quand j'arrive dans cette institution-là, je peux apprendre davantage, même si je vais quitter, ce que j'ai appris restera pour moi. Donc je me sens plus mise en valeur, même si je suis moins payé, le fait d'acquérir d'autres compétences, d'autres connaissances, ça me permet de me vendre plus tard, même si je vais quitter cette institution. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel bien souvent les gens négligent, mais il faut y penser. La troisième chose que j'ai à dire ce matin, c'est la communication. Le gros problème. Il n'y a pas plus valorisant que de communiquer avec les employés. J'avais abordé ça d'une manière ou d'une autre dans beaucoup de choses, mais c'est communiquer, le dire bonjour, c'est une communication. C'est communiquer pour donner les ordres du travail, c'est communiquer pour demander le retour des employés. Je vous ai donné tel travail. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Créer une communication permanente au lieu de rester dans son coin. Et quand je pense à la communication, il faut faire attention. La communication professionnelle n'est pas que des communications par mail. Et d'ailleurs, j'encourage dans beaucoup des institutions, j'en ai instauré dans certaines institutions où j'ai eu le plaisir de diriger, j'instaure des moments sans téléphone. Oui. Les collaborateurs ne doivent pas s'appeler, mais doivent se rencontrer pour se parler. Parce que rester à son bureau, décrocher son téléphone, composer le 12 pour appeler un autre collaborateur, c'est parfait, c'est facile. Mais parfois, vous ne brisez pas la glace qui est entre vous. Donc ça ne permet pas quelque chose. Et rester derrière sa machine, écrire un mail et revoir sa réponse, il n'y a pas de problème. Mais au bout d'un certain moment, vous ne créez pas un environnement de connaissances et de communication plus propice, plus humaine. La machine ne doit pas bloquer la communication humaine qui existe entre les gens. Donc c'est important d'instaurer un climat, une atmosphère de communication, mais surtout quand on est dirigeant, laisser sa porte ouverte pour permettre à ce que les employés soient capables d'avoir accès à leur chef. D'accord. Ça, c'est important dans la communication. Si un chef se barricade derrière son bureau, il coupe la communication. Pour le rencontrer, après, il crée un mythe autour de sa personne. Ce n'est pas pour nous constitutions une famille. Avec des hauts et des bas, forcément ça existera. Les règles seront là pour nous arranger. Mais après, dès l'instant que vous avez pu instaurer cette communication-là, voilà, vous mettez les gens en valeur. Et quelque part, le fond, c'est que les gens vont se donner à fond dans leur boulot. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui les retient. S'il est coincé, il va aller vers l'autre collaborateur, l'autre collègue, il va aller vers son chef, il va aller sans barrière. Et comme ça, ça rend les gens capables de se donner à fond dans leur boulot. Et je crois que c'est important de signaler l'aspect de la communication, même si de mon point de vue, c'est que la première responsabilité revient toujours au manager. D'accord. Le manager doit être capable de celui-là qui crée les conditions nécessaires d'une communication entre les employés. Après, je ne parle pas de communication formelle, c'est bien complexe. Il y a les opportunités d'avancement. J'avais un peu déjà parlé de ça, mais de façon formelle. Valoriser en dehors de l'évaluation qu'on a faite, on doit être capable de proposer aux employés, de dire, tu commences comme chauffeur, mais tu as la possibilité de devenir PDG.
Ok. Avec un système qui fonctionne. Les employés se sentent valorisés par ce système-là. C'est que je ne suis pas recruté chauffeur pour mourir chauffeur. Quand un employé a cette impression-là, il ne se sent pas mis en valeur. Il faut qu'il soit capable de dire, je commence comme un technicien de surface, mais je peux devenir le chef comptable. Je commence comme, je ne sais pas quoi, un journaliste, mais je peux devenir le PDG. Je commence, je ne sais pas, comme femme de ménage, mais je peux devenir inspectrice. Ouais. Comptable. Ouais. Et là, quand vous mettez ce système en place, alimenté par la communication, alimenté par la formation que vous donnez aux gens, alimenté par une transparence, les gens se sentent valorisés. Et là, c'est par mérite, attention. D'accord. Il ne faut pas oublier que cette augmentation en échelon, il faut le faire toujours par mérite. Ça permet aux gens qui se donnent de recevoir cette valorisation. Même à ceux qui ne le font pas, ils reconnaissent que l'autre là était meilleur que moi. Je pense que la dernière fois, j'avais parlé des employés du mois et on doit expliquer pourquoi est-ce que la RICIA, ce mois d'août, est la meilleure employée du mois. Parce qu'elle a fait ci, parce qu'elle a fait ça, parce qu'elle a... Et donc, ça met en valeur ce qu'elle a fait. Ouais. Et c'est incontestable, ce sont des faits. Donc, à ce moment-là, c'est pas la cousine, le machin. Non, ça disparaît. Et quand vous instaurez ce système-là, les employés, globalement, se sentent mis en valeur. La cinquième, je pense que les minutes aussi partent. Ouais, effectivement. L'environnement de travail, mais qui soit positif. D'accord. Mais ça, c'est un concept plus général. Je parlais des gens qui doivent se sentir en famille, mais tant que vous n'avez pas cet environnement, je veux dire, un peu abstrait, mais qui soit positif. Mais au-delà de ça, c'est que quelqu'un qui vient à son lieu de travail, il n'a même pas de chaise pour s'asseoir. C'est compliqué. C'est compliqué. Sa chaise est cassée, mais il n'y a même pas de quoi changer la chaise pour qu'il s'assoie. Vous le dévalorisez. Il n'est même pas capable de produire. Il lui manque de stylos pour travailler. Il est obligé d'acheter le stylo lui-même pour travailler. Pas de table pour déposer son sac. Pas de table pour déposer. Il est obligé de travailler sur sa machine pour le travail. Tout ça, à un certain moment, ça devient dévalorisant parce que la personne ne se sent pas vraiment quelque chose de... comme s'il était attendu, comme si son travail était nécessaire, comme si... Non, finalement, tout ça, ça part. Parce qu'on ne lui a pas donné la possibilité de... Voilà, d'être à fond sur son sujet-là et d'aller. En plus, il y a beaucoup d'autres situations. Peut-être je peux citer le dernier là pour permettre à ce qu'on... la responsabilité et l'autonomie. D'accord. Pour valoriser quelqu'un, il faut lui donner de la responsabilité et il faut gérer son autonomie. Ne pas être sur le dos des gens, c'est aussi valorisant. C'est vrai que c'est là où ça devient très personnel. Il y a des gens qui, naturellement, ont besoin qu'on soit sur leur dos. Mais il y a d'autres sur lesquels vous allez les amener, même cette première catégorie, il faut les amener à ce qu'ils ne se sentent pas comme s'ils ont toujours besoin d'avoir quelqu'un à leur dos. Il faut les amener, et ça c'est la partie de la responsabilité, vous amenez chaque employé, que le patron soit là, que le patron ne soit pas là, le travail est fait. Et quand vous amenez à ce que la personne se sente ainsi, la personne dit, oui, j'ai des choses à faire. Le PDG est en voyage, le DG est en congé, le chef de personnel est en deuil, peu importe. Il fait son boulot, il rend ce qu'il a à rendre, il fait exactement ce qu'on lui demande, comme si vous étiez en face ou comme si vous... Donc là aussi, ça fait partie des choses qui valorisent et l'employé doit avoir cet environnement-là qui lui donne cette responsabilité, mais surtout qui lui donne une autonomie.
On ne peut pas toujours demander à quelqu'un, si tu veux faire ça, demande d'avoir mon autorisation. Si tu veux faire ça, demande d'avoir mon autorisation. Plus vous l'accablez de ces genres de choses, plus il dit, bon, à quoi bon? Je suis inutile, dans tous les cas, toutes les choses que je dois faire, je dois passer par lui. Je dois passer par lui. Donc, je dois avoir son approbation. Je ne suis pas quelque chose qui apporte du input dans le travail, dans le service. Et puis finalement, ça le dévalorise. Je vais m'arrêter là. La suite, je pense qu'on pourrait continuer après. D'accord. Merci beaucoup à M. Clément Sianka, notre coach, qui est venu nous encourager encore ou bien nous rappeler les points nécessaires dont nous avons commencé la semaine passée. Je voulais dire valoriser les employés, c'est très important et aujourd'hui nous avons pris 5 points associés au point précédent et comme il l'a dit, c'est pas fini, nous allons revenir dessus dans les prochains numéros de notre émission e-matin. Monsieur Sianka, merci. Merci à vous. Merci de nous donner l'opportunité de partager. Merci beaucoup. Merci à nos amis téléspectateurs, merci à nos internautes, mais aussi nos auditeurs de IFM. Merci à toute l'équipe de la production qui nous a aidés à réaliser ce tout premier numéro de la semaine. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Bye bye.